Bienvenue à cette soirée Au-delà du voile, réponse féministe au fondamentalisme. En fait, rapidement, juste vous dire que la Fédération des femmes du Québec, qui existe depuis quasiment 50 ans et qui est la principale organisation féministe de défense des droits des femmes au Québec, a senti le besoin d'organiser cette soirée-là aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup d'absentes et d'absents, mais surtout des absentes, dans le débat actuel sur la Charte des valeurs québécoises ou sur la laïcité en général. Donc, on a voulu donner la parole à certaines personnes qui sont impliquées au sein de leur propre milieu, des féministes et autres... Monsieur Nadeau, pro-féministes, afin de parler des différents enjeux des fondamentalismes religieux au Québec et au Canada, mais aussi des réponses féministes, des ripostes féministes qui existent déjà sur cette question-là. Donc, c'est pas moi qui vais vous en parler, ça va être eux plus tard. Mais sans plus tarder, pour animer la soirée, c'est Mme Francine Pelletier qui va animer la soirée. Francine Pelletier, documentariste, journaliste, chroniqueuse, féministe de longue date, qui a collaboré à La Vie en Rose, entre autres, qui a travaillé aussi à Radio-Canada, Le Devoir actuellement, et qui se passionne pour des questions féministes, mais aussi pour la question actuelle sur la Charte des valeurs québécoises, valeurs entre guillemets, et aussi à propos de la laïcité et l'égalité homme-femme. Donc, je vais vous laisser entre ses mains pour la soirée. Merci. Merci bonsoir à cette soirée, qui, je pense, est extrêmement bienvenue. On remercie la FFQ d'avoir eu l'initiative que notre gouvernement n'a pas lui-même eue, de nous donner des informations essentielles sur la question qui nous préoccupe. J'imagine que si vous êtes ici ce soir, c'est parce que le débat vous intéresse et probablement, comme moi, comme d'autres, vous frustre un peu. Je dois dire que c'est un débat historique. Historique d'abord par rapport à l'engagement citoyen face à ce débat. C'est un débat qui n'est pas seulement mené par les médias, qui n'est pas seulement mené par les partis politiques, c'est vraiment quelque chose qui vient chercher tout le monde, les gens s'expriment et c'est tant mieux. C'est historique aussi, je pense, parce que bien qu'on a un peu le monopole de la division dans la province de Québec, c'est-à-dire qu'on a l'habitude des chicanes, n'est-ce pas? Je pense qu'on a rarement vu une polarisation aussi véhémente. Et j'ai l'impression qu'on découvre, après la division classique fédéraliste-souverainiste, et l'autre division que nous avons découvert avec le printemps érable, gauche-droite, et avec Stephen Harper, évidemment, à Ottawa, nous découvrons une nouvelle fracture qui est, et je pense que beaucoup du débat se situe autour de ça, ceux et celles qui défendent les droits collectifs face à ceux et celles qui défendent les droits individuels. Cela dit, aussi passionnant est ce débat, je pense, comme le disait Anne-Marie, qui manque beaucoup de choses. Le débat est faussé au départ. Pour une simple raison, que le débat non seulement a été coulé aux médias, ce qui est une très fort mauvaise façon de débuter un débat, mais qu'il a été travesti, c'est-à-dire en le rebaptisant le projet de charte des valeurs québécoises et non une charte de la laïcité, et surtout en le mettant sous l'enseigne homme-femme, égalité homme-femme, on a tout de suite faussé le débat dans le sens que plutôt que de se poser les vraies questions, à savoir qu'est-ce que la laïcité, parce que malgré le fait que le Québec est dans un processus de laïcisation, c'est bien vrai depuis la Révolution tranquille, on n'en a jamais discuté vraiment publiquement. On ne s'est jamais posé la question qu'est-ce que la laïcité, et on n'a encore pas fourni une définition qui fait consensus. Alors plutôt que faire ça, qu'est-ce qu'on a fait avec l'espèce d'épée de Damoclès qu'on nous a mis sur la place publique, appelée égalité homme-femme? On a tout de suite concentré sur une seule chose, c'est-à-dire le signe par excellence, soi-disant discriminatoire vis-à-vis des femmes, le hijab, et c'est devenu uniquement le procès de l'islam. Donc, bref, tout ça pour dire que ce débat est fort bienvenu, et il est temps de mettre les pendules à l'heure, on fait confiance à nos panélistes de pouvoir nous aider de voir plus clair. Je vous les présente sans plus tarder. Ils ont chacun 15 minutes. Après quoi, nous allons ouvrir la discussion dans la salle. Je vous les présente dans l'ordre dans lequel ils vont parler. Mélissa Molène-Dupuis est la co-instigatrice de I Don't Know More Québec, un mouvement de protestation autochtone qu'on a vu surgir avec bonheur d'ailleurs l'hiver dernier. Mélissa a le pied dans deux cultures, Innu et québécoise, et elle est très impliquée à la fois comme artiste
et comme militante dans le milieu autochtone et sur les questions autochtones. Christian Nadeau, qui est depuis 2002 professeur de philo et d'histoire des idées politiques à l'Université de Montréal. Il a beaucoup publié, entre autres, 2 livres contre Harper. Ça tombe bien, ça? Contre Harper. Bref, traité philosophique sur la révolution conservatrice et plus récemment, liberté, égalité, solidarité, refonder la démocratie et la justice sociale. Bon, j'ai oublié de préciser que Mélissa va vous parler du lien entre la religion et le colonialisme. Christian Nadeau va vous parler du fondamentalisme chrétien et son lien avec le gouvernement Harper. C'est fort bienvenu, ça aussi. Asma Ibn Zahir est consultante en nutrition d'urgence humanitaire. Elle fait partie d'un mouvement international qui réfléchit sur la situation des femmes en islam. Il fait également partie de la collective des féministes musulmanes du Québec, qui publiait récemment le manifeste « Pas en notre nom ». Asma va parler du fondamentalisme musulman et surtout ce qu'en pensent les féministes musulmanes. Denise Couture est professeure titulaire et vice-doyenne de la faculté de théologie de sciences des religions de l'Université de Montréal. Elle dirige une recherche sur l'interreligieux féministe et ses sujets d'expertise concernent, entre autres, la diversité religieuse et la justice sociale et l'éthique théologique. Sa présentation concerne les réflexions féministes concernant le fondamentalisme, bien sûr, catholique. Et finalement, Alexa Conradi, je ne sais pas si je prononce bien, est une militante féministe de longue date, impliquée d'abord dans un centre de femmes à Verdun, ensuite comme coordinatrice de la Marche mondiale des femmes, avant de prendre le relais, la direction de la FFQ en 2009. Elle va nous parler des perspectives des mouvements féministes à travers le monde sur divers fondamentalismes. Alors, à vous, messieurs, dames. Mélissa. Bon, 15 minutes, c'est mon défi. Alors, bonjour, moi c'est Mélissa. Merci beaucoup de m'avoir invitée à cette table. Dans une des traditions qui nous représente beaucoup, les Premières Nations, je tiens à remercier la Nation Mohawk de nous accueillir sur leur territoire. Ce sont des terres non cédées qui leur appartiennent. Et présentement, c'est juste d'avoir conscience qu'on est sur leur terre et de les remercier de nous laisser avoir ces activités-là ici. Donc, moi, je fais partie du mouvement I Don't Know More. C'est un mouvement de contestation des Premières Nations. Ceux qui sont un peu au courant, ils savent que c'est un mouvement qui est très largement pris en charge par des femmes, mais ça n'exclut pas qu'il y a des hommes qui sont mélangés au mouvement, qu'il y a du leadership masculin aussi qui se fait à travers I Don't Know More. Tantôt, je parlais justement de leadership, du leadership naturel des femmes des Premières Nations. Je remonte avant l'arrivée, ce qu'on appelle le colonisateur, on disait avant 1534, ou dans certaines de nos prises de parole de légende, on disait avant la farine. Parce que vous avez avec la farine. Ça a été des grands chamboulements parce que la femme avait quand même une place naturellement très forte dans le milieu social et, je dirais, écologique des Premières Nations. On n'avait pas les rôles égalitaires. Ça, j'entends souvent le mot égalitaire, égal, c'est-à-dire pareil. On avait nos rôles. On considérait que nos rôles étaient équivalents. Les femmes chassaient, les hommes chassaient. Les hommes préparaient les pots, les femmes préparaient les pots. Sauf que pour une question de survie et une question d'efficacité, certains rôles appartenaient aux hommes et certains rôles appartenaient aux femmes. Il n'y en avait pas un qui était moindre que l'autre. Ce n'était pas l'idée de la femme au foyer. Parce que si vous regardez l'histoire de mon arrière-grand-mère, qui était sage-femme, connaissait les plantes médicinales, et quand mon arrière-grand-père s'est cassé la jambe et n'a pas pu la faire guérir pour qu'elle soit utilisée de façon acceptable, ben, elle est devenue chasseuse en plus. Il a fallu qu'elle compense. Ça a été beaucoup de travail pour elle, ça a été beaucoup demandant, mais elle l'a fait. Sauf qu'à la base, c'était vraiment pour équilibrer les rôles. Mais ce n'était pas des rôles égaux. Et autant le chasseur avait un rôle important, autant la femme, elle avait un rôle important. Et même certains commentaires qui revenaient des premiers contacts entre les Européens et les prêtres et les Premières Nations, c'était l'homme, ça ne me dérangera pas de manquer à sa promesse
si sa femme n'est pas d'accord. Et que la femme avait aussi un dernier mot, et on le voit aussi dans les nations iroquoiennes, où est-ce que c'était un système matriarcal, où est-ce que la femme avait aussi un dernier mot, mais ça ne voulait pas dire que les hommes étaient pour autant soumis à la décision de la femme, ils prenaient souvent des décisions. Sauf que s'ils allaient à l'encontre des décisions des femmes, bien là, c'était comme dans tout foyer ou dans toute maisonnée, il fallait qu'elles en répondent après. Et là, c'est juste pour situer un petit peu d'où on vient avec ce qui va se passer, c'est-à-dire 1534, l'arrivée des colonisateurs, l'arrivée de l'idéologie aussi de l'Europe, l'idéologie eurocentrée, qui a eu un très grand impact chez les Premières Nations. La première impact, ça a été le regard de l'autre. Ils arrivent, nous on vit dans ce qu'ils considèrent des huttes. on est pauvre, on n'est pas civilisé, on ne sait pas lire et écrire. Mais, par exemple, les connaissances qu'on avait du territoire ont quand même permis que le peuple québécois puisse s'installer et survivre justement dans les terres qui sont le Québec, ou même dans les terres qui sont les États-Unis. D'ailleurs, l'Action de grâce, c'est justement, on dit c'est un reminder que si on n'avait pas été là, il n'y aurait peut-être pas autant de peuple. Alors, on commence avec cette idée où est-ce que nous, on est inférieur dans l'œil de celui qui arrive, malgré le fait qu'on a aidé à sa survie, on a permis justement que la population puisse grandir et s'accroître. Ensuite vient l'idée de la colonisation, mais aussi l'idée de, je dirais, comment on dit? Hein? L'évangélisation. Merci, je cherchais le mot. L'évangélisation chez les Premières Nations. Alors là, on appelait ça la course à l'évangélisation. Parce que là, tu avais les catholiques, les protestants, les anglicans, tous ces différents du nord au sud qui voulaient gagner le plus d'âmes. Sauvons les sauvages de l'enfer. Et ça ne marchait pas bien, parce que les hommes s'en fichaient un peu. On avait déjà nos croyances, notre propre personnalité, pas religieuse, spirituelle. Parce que contrairement à la religion, on n'avait pas de dogme écrit. Alors, ça facilitait beaucoup les choses, parce que si tu regardes les Iroquois, eux ont une genèse basée sur la femme céleste, celle qui est tombée du ciel, qui est tombée et qu'on a récoltée sur les ailes de deux oies, qui l'ont déposée sur le dos d'une tortue, et on a créé le monde sur le dos de la tortue. Alors que chez nous, les Algonquiens, eh bien, ce sont les animaux qui se sont sauvés en canot, ont déposés sur l'eau, sont allés chercher la terre et ont créé la terre. Donc, dans notre idéologie, nous appartenons à la terre. La terre a été créée et nous y appartenons, nous sommes liés à elle. Alors, quand arrive le dogme biblique, la Genèse 1,28, et Dieu créa la terre et la donna à l'homme pour qu'il puisse mettre son dominion sur les animaux, sur ce qui nage, sur ce qui vole. Eh bien, dans l'idéologie de l'Européen, la terre lui appartient pour qu'il puisse en faire ce qu'il veut. Alors là, déjà, vous avez un clash énorme. Et là, en plus, les Premières Nations, on dit des Premières Nations et non la Première Nation, c'est-à-dire on n'est pas un peuple unique et sablé. On a chacun nos croyances. C'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle des... je cherche le mot... quand on se met d'accord, un protocole. On utilise beaucoup des protocoles quand on se rencontre entre nations. Même encore aujourd'hui, lors des powwows, lors des rencontres internationales, c'est-à-dire si je rencontre des Cris de l'Ouest avec des Inuits de l'Est, ben, on va faire un protocole, on va dire, ben, regardez, on va faire de telle manière, telle manière, telle manière, comme ça, on va être certain qu'on n'offusque personne et que tout le monde est d'accord. Et par protocole, on se met d'accord puisqu'on sait qu'on a toutes des croyances qui sont différentes, mais basées dans une spiritualité, donc non dogmatique. La religion, elle arrive avec son dogme, et si on ne le fait pas de telle manière, ça ne marche pas. Donc, c'était d'amener ce dogme et de le créer. Avec les hommes, ça ne marchait pas. Comment ça a fonctionné l'évangélisation? C'est en créant la peur chez la femme que son enfant va brûler en enfer. Parce que même si tu n'avais pas péché, tu brûlais en enfer si tu n'étais pas baptisé. Et c'est par là que le baptême chez les femmes et les enfants a été poussé de l'avant pendant les périodes évangéliques. Et chez les hommes, c'est en leur offrant des fusils. Si tu te baptises, on te donne un fusil. Fait que les hommes ont accepté parce que ça amenait un fusil. Mais veut pas, la tradition commençait à rentrer par là. Ça a amené l'idée des dogmes, des lois, de l'idée qu'il faut que tu te tiennes. Nous, c'est des lois naturelles. C'est-à-dire que si tu ne respectais pas l'animal,
eh bien, tu ne pouvais pas attraper l'animal. Et ça, c'était dans notre croyance, parce que notre croyance était liée à la terre. Et là, avec la religion, venait de, si tu ne pries pas le dimanche, si tu ne fais pas demander pardon, si, ça, si, tu vas aller en enfer. Fait que c'était même plus une conséquence directe quotidienne, c'était une conséquence à long terme. Tu accumulais des mauvais crédits pour quand tu allais mourir. Alors que pour nous, quand on mourait, que tu sois la plus pure des personnes ou le plus ignoble des morons, ben, tout le monde se retrouvait au même endroit, là où la chasse est éternelle. Mais on disait que les actes que tu faisais avaient des conséquences pour toi uniquement. Alors ça, c'est quand même assez important parce qu'est arrivée justement la peur de l'enfer. Et c'est comme ça qu'on a dominé beaucoup les Premières Nations à travers la religion, c'est en leur faisant craindre l'enfer, en leur faisant peur et en mettant aussi des gens très dominateurs. Le père, le curé était très dominateur. Je pense que ce n'est pas un secret pour personne. Autant les Québécois que les Premières Nations ont déjà subi le curé qui rentre chez toi et qui te dit comment faire. Les femmes québécoises qui devaient faire la famille. Les personnes autochtones, nous autres, on a des histoires, des récits qui ont été répertoriés où le curé venait prendre quelqu'un qui avait pris de la boisson un vendredi puis il le chicanait comme un enfant de 4 ans, même si c'était un homme adulte. Alors ça continue, mais c'est quand même encore pas un pouvoir complet, c'était quand même une influence de personne à personne et dans la crainte. Et là est arrivée la loi sur les Indiens. Là, on parle de colonisation parce que tranquillement, au début, c'était quand même une relation de dépendant à dépendant. Parce que nous autres, on avait peur quand même d'en faire et les prêtres, les Québécois avaient quand même besoin des Autochtones pour la chasse de fourrure. Quand l'économie de la fourrure a disparu, eh bien, est venu le problème indien. On n'était plus des alliés, on était rendu un problème parce que là, ils ne savaient plus quoi faire avec nous. Et c'est là que, justement, où l'État et l'Église étaient reliés, eh bien, on a commencé en premier à juger que les Premières Nations étaient des enfants aux yeux de la loi. C'est là qu'on a créé la loi sur les Indiens en 1876. Et à partir de là, il découlait aussi les pensionnats indiens, qui étaient dirigés par les prêtres, par les institutions religieuses, autant ça pouvait être anglican, catholique, à travers le Canada. Et c'est là que, justement, est venue encore plus une colonisation, excusez-moi l'expression, c'est un peu ironique, mais sauvage. On a pris les enfants dans les maisons, on a interdit aux parents de pouvoir choisir pour leur éducation, et là, on les a mis dans des pensionnats pendant des années, et je pense que vous avez peut-être entendu parler de la Commission Vérité et Réconciliation, des effets des pensionnats, des abus, autant physiques et sexuels. Donc, cette histoire-là culmine avec la fin des pensionnats, et aussi avec la Révolution tranquille, mais juste pour vous dire, présentement, il y a encore beaucoup de Premières Nations qui sont catholiques, très croyants, pratiquants, ça existe encore beaucoup, et même que certaines personnes ont peur des traditions qui sont les nôtres. On a eu, il y a 2 ans, une espèce un scandale, où dans une communauté, une personne avait un sweat lodge, qui est une tente de sudation dans sa cour arrière, et des gens qui étaient, je ne nommerai pas la religion, mais de souche catholique, chrétienne, excusez-moi, pas catholique, là, mais souche chrétienne, je suis désolée pour le mot, l'erreur, eh bien, sont venus et ont défait le sweat lodge, parce qu'eux autres, ils voyaient le diable là-dedans. Alors, ils ont réussi à instaurer quand même l'idée que nos croyances étaient diaboliques, étaient mal, parce que justement, la colonisation a amené cette idée que d'où on venait, c'était mal, d'où nos origines sont. Et aussi, les pensionnats ont fait aussi un autre sens dans l'inverse, où il y a un rejet complet de la religion catholique chrétienne. Et chrétienne surtout, excuse-moi. Pas juste catholique, parce que je parle de tous les niveaux, là, mais chrétienne. Alors, ça, c'est venu en même temps que, présentement, le débat de la charte, cette idée qu'on n'a pas toutes la même croyance, les mêmes fondements religieux, les mêmes spiritualités, et même au Québec, on a des Premières Nations qui se sont converties à l'islam pour la simple et unique raison que dans l'islam, l'alcool est interdit. Le monde va dire que c'est pas profond, mais j'ai dit c'est profond pour eux parce que le drame de l'alcool est profond pour nous. Alors, ça peut être une raison comme une autre. À travers ça est venu le débat de la charte, et nous, avec le mouvement Aide-Donne-moi, on s'est opposé à la charte. Et cette opposition s'est basée sur cette histoire que je viens de vous raconter, qui est, on ne peut pas, de façon éclairée, accepter encore une nouvelle loi qui va
pas imposer une laïcité de l'État, mais imposer des valeurs. Et c'est encore l'idée d'avoir les valeurs de quelqu'un d'autre sur quelqu'un d'autre. C'est pas les Autochtones cette fois-ci, mais je pense que de façon éclairée et non émotionnelle, on ne veut pas voir répéter l'histoire. On ne veut pas voir la loi sur les Indiens, l'esprit de la loi sur les Indiens renaître à travers une autre loi. On ne parle pas qu'il va y avoir des réserves pour les musulmans, mais on a vu clairement, et sans hypocrisie, on voit que c'est présentement les Québécois contre les musulmans, parce que c'est ça qui est une prise de position. C'est pas la laïcité. La laïcité, ce serait de se dire, ben, les catholiques aussi, les bouddhistes, ça, non, on le voit présentement. Et qu'on voit qu'il y a eu une polarisation du débat, et nous, on ne peut pas appuyer ce genre de polarisation-là, parce qu'on a vu qu'il y a 100 ans, c'était nous autres, les sauvages, c'était nous autres, les pas bons. Il y a les Noirs, à un moment donné, ah, eux autres, ils vont détruire notre société. Là, ça a changé. Là, c'était les Premières Nations. Ah, ils vont détruire notre société. Là, les femmes veulent voter. Ils vont détruire notre société. Là, c'est quoi ces musulmans? J'ai dit, l'année prochaine, ça va être quoi? Dans 20 ans, ça va être quoi? T'sais? Il y a 20 ans, c'était les Premières Nations qui faisaient la crise d'Oka. Là, c'est les musulmans. À chaque fois qu'il y a eu un mouvement créé dans la peur, ça n'a jamais mené quelque chose de bien. Fait on est pour la laïcité de l'État, mais on n'est pas pour imposer des valeurs aux gens. Et malheureusement, avec ça, on a vu aussi beaucoup de gens qui nous ont dit « Ah, mais vous êtes contre la charte des valeurs, eh bien, on n'est plus avec vous d'abord. » Là, on dit « Ah, c'est à ça que ça se tient, c'est si on n'est pas d'accord avec vous, vous êtes d'accord avec nous tant qu'on est d'accord avec vous. » J'avais dit à un moment donné, je vais finir avec ça, j'avais dit, parce qu'on avait été au Mégaphone, je ne sais pas s'il y en a qui ont entendu parler de l'histoire avec Gabrielle Nadeau-Dubois. J'étais allée au Mégaphone quand ça s'est passé, quand la jeune fille, qui était une jeune fille voilée, vient au micro, dit comment elle est fière d'être québécoise, comment elle aime son pays. Elle se rassoit, et là, quelqu'un, avec un accent très français, lui dit « On ne veut pas de vous ici, retournez chez vous ». Alors qu'elle venait de dire qu'elle aimait son pays, et que, clairement, la dame elle-même vient d'une autre origine. Et c'était quand même fou. Mais ce que j'ai vu, par exemple, j'ai vu des gens lui dire « Madame, restez respectueuse ». Et j'ai vu d'autres personnes venir voir la jeune fille et lui dire « T'as ta place ici ». Et moi, je peux dire, comme peuple qui a subi, justement, une colonisation d'un autre peuple, je dis « Est-ce que vous me voyez haïr les Québécois pour l'histoire qu'on a vécue? » Non. J'ai dit « Mais par exemple, on peut essayer de bâtir à partir de ce qu'on sait maintenant. » Puis pas aller dans cette peur-là. J'ai pas peur du Québécois, parce que justement, on est maintenant interreliés, on est comme un tissu. Si on décide de se déchirer, qu'est-ce qui va rester? Un tissu déchiré. Mais si on décide de patcher, ben, le tissu va être plus solide. Fait que moi, je pense pas qu'on va vous retourner dans le bateau, comme en 1534, retourner chez vous. Je pense qu'on va créer quelque chose de nouveau. Puis je pense que c'est merveilleux si d'autres fils, que ce soit des fils de soie ou des fils de coton, viennent se joindre à nous et on devient quelque chose d'autre. Parce que veut pas, à un moment donné, cette relation-là, elle se crée. Donc, c'est un peu la position dans laquelle on s'est placé, et c'est la position qui a été, comment je peux dire, qui a été oubliée à travers le débat pour et contre la Charte. Oui, donc merci aux organisatrices. Merci donc à la FFQ de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de se retrouver en situation minoritaire. D'habitude, dans les panels universitaires, c'est plutôt l'inverse. Donc, c'est un grand honneur d'être ici ce soir. On m'a demandé essentiellement une chose, c'est depuis que j'ai écrit un livre sur Harper, ou plutôt contre Stephen Harper, je ne fais que parler de lui, donc on m'a invité pour parler encore de lui. Alors je vous invite à voter contre lui aux prochaines élections. Ça, c'est parler de Stephen Harper. Voilà, ça c'était mon message politique. Mais surtout, c'est que ce que je vais faire, c'est que je vais, disons, présenter mon exposé en deux temps. D'une part, je vais remplir ma commande, si j'ose dire. Je vais vous parler des fondamentalismes religieux en lien avec notre gouvernement. Mais j'aimerais surtout en venir à un propos plus fondamental au sujet du rapport entre religion et politique. Ça va? Est-ce que tout le monde m'entend? Ça va? Alors, pour ce qui est du gouvernement qui est le nôtre, qui est encore le nôtre, mais qui risque de l'être pour un bon moment, du moins dans son héritage,
ce que nous devons savoir, c'est que le Parti conservateur n'a pas toujours été le Parti conservateur tel que nous le connaissons à l'heure actuelle. Il fut un temps, disons l'époque essentiellement de Brian Mulroney ou d'autres, où l'épithète progressiste conservateur, ce qui était quelque chose d'absolument contresens, néanmoins en avait un, puisque c'était véritablement deux tendances qui s'opposaient au sein du parti. Essentiellement, on avait un parti qui était, disons, plus de centre-droit, qui était conservateur, mais qui, sur un bon nombre d'enjeux, préférait ne pas avoir à se lancer dans une bataille, disons, idéologique. Ce parti était, dans une certaine mesure, condamné à l'opposition, puisqu'il faisait face à l'omnipotent Parti libéral, qui a pratiquement implosé suite à un certain nombre de scandales. Et là, en ce moment, l'histoire se répète, semble-t-il. Ce que cela n'aurait pas empêché, c'est-à-dire les difficultés du Parti libéral, n'auraient pas empêché celui-ci de garder le pouvoir, n'eût été d'une organisation très efficace au sein de l'équipe Harper, qui essentiellement ont décidé de reconstruire le parti de fond en comble. Et reconstruire le parti de fond en comble, ça signifiait essentiellement mettre fin à la dichotomie entre le Reform, donc ce parti sécessionniste qui voulait, disons, un parti conservateur beaucoup plus à droite, et le parti progressiste conservateur. En fait, ce qui est arrivé, c'est que c'est le Reform qui, d'une certaine manière, a avalé le parti conservateur, c'est-à-dire c'est essentiellement le conservatisme de type albertain qui a réussi à s'imposer. Et pour qu'il s'impose, il fallait le génie, et là le mot vous apparaît peut-être fort, mais le génie politique de quelqu'un comme Stephen Harper et de son équipe. Ce qu'ils ont fait essentiellement, c'est de dire ce qu'on ne voit pas très souvent en politique: il faut que nous puissions travailler en fonction de nos idées. Il faut que notre parti se définisse d'abord et avant tout en fonction de ses valeurs et de ses idées et de ses idéaux. Et c'est là-dessus qu'ils ont planché, et c'est là-dessus qu'ils ont proposé un parti qui était beaucoup plus cohérent, beaucoup plus clair dans sa structure et beaucoup plus précis dans ses objectifs. Alors, juste avant de prendre le pouvoir, alors je m'excuse pour ceux qui m'ont entendu très souvent à ce sujet, mais juste avant de prendre le pouvoir, Stephen Harper avait fait une conférence devant un groupe qui s'appelle Kiwitas, une organisation essentiellement, disons, un think tank de droite, où il avait dit que le problème du conservatisme, c'est qu'il ne pourrait pas s'imposer tant que régnait au Canada une forme de relativisme moral. Et ce relativisme moral, il était possible précisément en raison, notamment du multiculturalisme canadien, mais en raison aussi de certains types de libéralisme, c'est-à-dire un certain type d'attitude à l'égard des libertés individuelles qui étaient condamnables. Et il disait, tant et aussi longtemps que nous ne nous proposons pas comme une entité politique très claire pour répondre à ce problème, alors nous n'existerons pas. Et ce qu'il faut faire, en fait, c'est concilier deux grandes traditions, c'est-à-dire le libertarisme d'un côté, l'idée selon laquelle il doit y avoir le moins d'État possible, et le conservatisme de l'autre. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont servis d'une certaine manière du libertarisme, c'est-à-dire l'idée selon laquelle il doit y avoir le moins d'État possible dans notre société, pour servir les fins du conservatisme. Comment cela s'est-il produit? Essentiellement, l'idée selon laquelle il doit y avoir le moins d'État possible dans notre société s'est traduite en fait par le moins d'activité citoyenne possible dans notre société. Mais par contre, l'exécutif, lui, est devenu et est resté très 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 fort. Donc à l'heure actuelle, et c'est ce dont va hériter le Parti libéral s'il remporte le pouvoir, nous n'avons plus un système avec quelque chose comme un Premier ministre et disons une logique parlementaire. Essentiellement, nous sommes dans un système qui ressemble beaucoup plus à un régime présidentiel, mais où le président n'est pas simplement quelqu'un qui coupe des rubans, mais vraiment celui qui est à la fois, disons, le point de départ et l'arrivée de l'ensemble des décisions qui se prennent. Donc il faut voir que, en fait, ceux qui prennent les décisions à l'heure actuelle, le Parlement compte pour presque, enfin très 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 peu, puis on voit avec quelle légèreté la prorogation maintenant est utilisée, et de fait, on se retrouve dans une situation où c'est une toute petite équipe. Malgré tout, cette petite équipe, elle est influencée de l'extérieur, et elle a été influencée par l'extérieur, notamment par des organisations religieuses. Alors, le livre le plus important sur cette question, c'est, vous le savez, le livre de Marcy McDonald, ça a été traduit en français par le facteur Armageddon. Donc, essentiellement, dans son livre, elle montre tous les liens de l'équipe de Stephen Harper avec des organisations religieuses, par exemple des organisations comme les évangélistes. Elle montre le lien aussi de ces organisations et leurs desiderata par rapport à des objectifs du parti.
Alors ça c'est très important parce que ce qu'on peut voir très clairement, c'est qu'un bon nombre d'objectifs du parti, comme par exemple tout le débat sur le tough on crime, l'idée selon laquelle, par exemple, les individus devraient être tenus responsables des fautes qu'ils ont commises au sein de la société, que nous devrions donc être beaucoup plus sévères au niveau des sanctions pénales, et ce, dès le plus jeune âge. Ça se vérifie au sujet, par exemple, des nombreuses réapparitions de la question de l'avortement. Chaque fois, le gouvernement prétend qu'il ne s'intéresse pas à ce débat et qu'il ne veut pas y revenir, mais néanmoins, celui-ci revient de manière ponctuelle, un peu comme une glace qu'on veut briser, mais peu à peu, jusqu'à ce que, graduellement, une question qui était inimaginable il y a une dizaine d'années se pose, qu'il soit normal de la poser. C'est vrai aussi au sujet de la peine de mort, c'est vrai aussi au sujet d'une foule de sujets, comme par exemple le rôle politique du Canada à l'international. C'est-à-dire, ça c'est une des thèses qui est soutenue, c'est-à-dire que l'adéquation ou l'appui très 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 fort de notre gouvernement à Israël, de manière inconditionnelle, serait lié en fait à des motivations d'aspiration religieuse. Alors, c'est là où j'aimerais, puisque je ne sais pas si je dois déjà peut-être dans les 7 minutes ou quelque chose comme ça, c'est là où j'aimerais apporter la deuxième partie de mon exposé. Alors j'avais dit à Alexa que je ne voulais pas entrer dans le détail sur la question parce que ce serait extrêmement complexe, extrêmement laborieux. Et surtout, c'est que je ne suis pas certain que des gens comme Marcy McDonald ou d'autres qui veulent essentiellement voir dans les organisations religieuses les véritables motivations et les véritables influences du gouvernement actuel, je ne suis pas certain qu'ils aient raison. Essentiellement, je pense qu'il s'agit plutôt d'alliés objectifs. Ce qui se produit en ce moment, juste pour vous donner un exemple, c'est que nous n'avons pas un gouvernement qui ait ni même une vie parlementaire qui est particulièrement préoccupée par les considérations religieuses. Pour vous donner un exemple, Maclean's aujourd'hui publiait un article où on disait que 85% des députés à l'heure actuelle au fédéral sont des divorcés. Donc, c'est pas tout à fait là où on sent le conservatisme le plus fort, y compris chez les conservateurs. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il n'y a pas d'influence religieuse? Bien sûr que non. Il y a une importante influence religieuse au sein du Parti conservateur. Mais il faut la voir beaucoup plus de manière stratégique et politique. Alors, il y a des gens, par exemple, au sein de l'équipe des conservateurs, il y en a de moins en moins, mais qui étaient par exemple des créationnistes. On a eu un ministre des Sciences qui était un créationniste. Il faut le faire, ça c'est quand même assez aberrant. Vous savez, quand on a affaire, par exemple, quand on fait une demande de recherche et on sait qu'en dernière instance, on dépend d'un ministère qui est dirigé par quelqu'un qui est un créationniste, ben, tu as intérêt à ne pas travailler sur Darwin. Mais de manière générale, c'est pas comme si cette influence-là avait été si forte que ça, parce qu'ils sont très fins, ils sont très intelligents. Ils savent comment faire pour que, à la fois, cette base électorale soit satisfaite dans ses désirs, qu'il y ait des alliances objectives avec eux qui poursuivent les mêmes finalités, mais sans être instrumentalisés par eux. Parce que le danger, on le voit en ce moment avec le scandale au Sénat, c'est le danger quand on veut entretenir un système de clientélisme, c'est que les clients ont toujours raison. Donc, c'est exactement ce qui se passe en ce moment au Sénat. Le scandale du Sénat, essentiellement, c'est qu'on a entretenu un système de clientélisme, et puis en ce moment, les clients disent « Comment se fait-il que vous voulez nous faire payer 2 fois le prix ?» Donc c'est ça, le fil en ce moment qui se produit. Donc c'est la même chose avec les organisations religieuses. Donc ils sont très très prudents à leur sphère d'influence. Mais les organisations religieuses ne sont pas idiotes non plus. Elles savent très bien que le meilleur moyen pour elles de faire valoir sur le long terme ce qu'elles souhaitent n'est pas de se mettre à l'avant-plan. D'accord ? Donc ce qu'on voit essentiellement, et j'en arrive à ce qui pour moi est le plus important, c'est que dans les débats qui nous préoccupent, que ce soit au sujet de la charte ou ailleurs, au sujet des rapports entre religion et politique, le vrai danger n'est jamais véritablement du côté de la religion, mais plutôt du côté de la politique. Mais ce que je veux dire par là, il faut faire très attention à la manière dont on va interpréter mon propos. Ce que je veux dire par là, c'est que des éléments politiques à l'intérieur de la religion, il y en a énormément. D'accord ? Dans certains cas, ils sont même constitutifs de la religion. Mais ça ne veut absolument pas dire que la religion est réductible à ces éléments politiques, ni que la politique est réductible à ces éléments religieux. D'accord ? Donc, ce qui m'apparaît toujours très dangereux lorsqu'on veut combattre, que ce soit au niveau du gouvernement fédéral, au niveau du gouvernement provincial, dans notre société ou ailleurs, lorsqu'on veut combattre les éléments politiques des religions, c'est lorsqu'on cesse de les voir dans leur dimension politique pour les condamner uniquement dans leur dimension religieuse. Alors que le véritable ennemi,
ait cette dimension politique. Lorsque, par exemple, une religion va favoriser des comportements hiérarchiques entre les hommes et les femmes, par exemple, lorsqu'un élément religieux va prescrire un certain nombre de règles qui vont automatiquement mettre les femmes en situation d'infériorité, c'est un rapport politique. D'accord ? Alors, est-ce que c'est partie prenante de la religion ? Bien sûr que oui. Mais nous, comme observateurs, nous, comme militantes qui voulons lutter contre ces formes de domination politique, c'est contre la politique que nous luttons. En dernière instance, c'est contre la politique que nous luttons. Donc, ce qui est très important, c'est que même lorsque c'est extrêmement difficile, même lorsque les deux sont vraiment imbriqués l'un dans l'autre, au point où il devient très difficile de les dissocier, lorsque nous pensons des mesures qui visent à créer des effets politiques, alors en dernière instance, elles doivent être politiques et viser des éléments politiques. Ce que je vois très souvent, c'est qu'on a tendance à être davantage effrayé par des mesures réactionnaires lorsqu'elles sont motivées par des considérations politiques, et une fois qu'elles sont complètement sécularisées, alors elles nous apparaissent moins effrayantes. Et ça, pour moi, c'est bien une victoire des éléments réactionnaires religieux. Quand je vous disais tout à l'heure que, par exemple, le gouvernement, lorsqu'il est influencé par des instances religieuses, et que ces instances religieuses ne veulent pas se mettre à l'avant-plan, pour eux, pour elles, lorsque, par exemple, elles vont faire la promotion, disons, de valeurs familiales traditionnelles, il suffit que la religion n'apparaisse plus dans le discours pour que, tout à coup, ces valeurs familiales traditionnelles apparaissent comme tout à fait normales, acceptables, etc., alors qu'en fait, c'est complètement contraire à, disons, à la liberté de choix. Je ne suis pas contre les valeurs familiales en tant que telles, c'est juste que c'est une question de liberté de choix. Je termine. Donc, essentiellement, ce qu'on peut voir, c'est ce qui est très, très pernicieux, me semble-t-il, que ce soit sur la scène fédérale ou ici, c'est lorsqu'on n'arrive pas à voir, lorsqu'on veut associer, par exemple, l'ennemi, parlons un peu comme au XVIIIe siècle, on veut écraser l'infâme, et lorsqu'en voulant écraser l'infâme, en fait, on se trompe de cible. On se trompe de cible au point où on oublie ce qui pose problème et la motivation initiale, tant et si bien que, sur le long terme, c'est le conservatisme qui gagne. C'est le conservatisme, c'est les éléments réactionnaires, c'est les éléments de domination. Cela gagne. Pourquoi ? Parce que nous avons confondu la proie pour l'ombre. Merci. Bonsoir. Merci Francine pour la présentation et merci à la FFQ aussi pour m'avoir invité sur ce panel. Donc, au cours de mes années... je parle trop fort ou ça va? Au cours de mes années d'engagement ici social, en fait, j'ai constaté... J'éloigne. Parce que je parle déjà assez fort. Donc, j'ai constaté qu'il y a un problème important dans plusieurs débats, surtout sur les questions sociales. En fait, sur certaines questions, on a l'impression qu'il s'agit de ce qu'on appelle souvent, mais j'aime pas trop cette expression, mais dialogue de sourds, mais ça peut être offensant en fait pour les personnes sourdes, donc j'aime pas trop l'expression et donc il faudrait trouver une autre. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Et donc, les interlocuteurs utilisent les mêmes mots, pensent en fait parler des mêmes concepts, mais ceux-ci résonnent différemment dans la tête de chacun et sont liés à l'histoire spécifique de chacun. Donc, ce qui crée beaucoup de confusion. Alors, il y a deux éléments que je voudrais mentionner en fait par rapport à ces problèmes terminologiques. Donc, mis à part en fait le fait qu'il y a une multiplicité des termes qui sont utilisés, on va parler par exemple de fondamentalisme, de conservatisme, d'intégrisme, de radicalisme, d'extrémisme, de terrorisme, et plus spécifiquement, parfois on va parler de salafisme, wahhabisme, islamisme, etc. Et donc, parfois sont utilisés un peu n'importe comment et de façon interchangeable. Donc, mis à part ça, en fait, il y a le fait que ces termes sont souvent en fait, empruntés à des cadres de référence et ils sont transposés en fait dans des cadres d'autres cadres de référence différents. Et tout ça crée de la confusion. Par exemple, si on prend le terme de fondamentalisme, dans son livre « Le combat pour Dieu »,
Karen Armstrong, justement, elle trace les origines de ce terme-là. Et elle dit en fait que ça a apparu, ça remonte en fait aux premières décennies donc, du XXe siècle, et ça revient à des protestants américains qui ont commencé à, je cite, s'appeler eux-mêmes fondamentalistes, c'est-à-dire qu'ils voulaient... J'ai changé le micro, je pense qu'il n'est pas très agréable. Merci, c'est dérangeant. Merci. C'est parfait. Donc, ils ont commencé, en fait, ils voulaient revenir aux racines et redonner sens au fondement de la tradition chrétienne qu'ils identifient à une interprétation littérale des Écritures et à l'acceptation de certaines doctrines centrales. Donc, avec ces définitions, on constate que ça signifie une vision du monde différente, des rapports sociaux différents et un rapport au texte très spécifique aux Écritures chrétiennes telles que lues par ces mouvements protestants aux États-Unis. Donc, on se transpose ensuite dans la sphère musulmane et on utilise le même concept et c'est là qu'il y a de la confusion. Par exemple, en arabe, littéralement fondamentaliste, ça veut dire usuliyun. Usuliyun sont ceux qui sont spécialisés dans l'étude des sources de la jurisprudence. Donc, ça n'a rien à voir avec l'étude des textes, par exemple coraniques, etc., en tant que tel. Et donc, c'est pour ça que Karen Armstrong a dit aussi que la plupart des activistes étiquetés fondamentalistes en Occident ne s'intéressent guère à cette science islamique. Donc, on voit ici un peu que cette transposition du concept avec son sens, donc d'un cadre de référence à un autre, entraîne donc une série d'amalgames, de présupposés, et par conséquent un foisonnement d'émotions et d'attitudes négatives, le repli, le rejet, la peur, etc. On peut, par exemple, parler aussi de la question de la contraception, du voile, etc., les termes en tant que tels. On pourrait en parler pendant la période des questions. Le deuxième élément qui est problématique de la terminologie, je m'excuse. Merci. Donc, le deuxième élément est relié à la question de qui a la légitimité, en fait, de catégoriser des individus des groupes. C'est-à-dire, ce problème est d'autant plus patent pour moi lorsqu'on, par exemple, on va parler de musulmans modérés. Alors, musulman modéré, à partir de quelle posture une personne peut-elle juger, par exemple, telle musulmane comme étant modérée et telle autre comme étant extrémiste ou conservatrice ou fondamentaliste? Donc, lorsqu'on entend parler de musulman modéré, il semble souvent que la personne qui parle, en fait, elle place l'autre dans un continuum subjectif où est-ce qu'elle établit elle-même les extrémités selon ses propres opinions et appréhensions. Serait modérée alors, parfois celle qui ne me dérange pas trop dans mon confort visuel, par exemple, qui ne porte pas le foulard, ou celui qui vit un peu comme moi, mais bon, qui garde un peu son côté exotique. Alors, la question qui s'impose est donc, qui place-t-on aux extrémités, en fait, du continuum? Et sur quelle base? Donc, il faut d'abord s'entendre sur le sens des limites avant de pouvoir définir le milieu et cette position dite modérée. Je crois qu'il serait important que les classifications aient une base théorique et objective solide, donc précédée par des recherches approfondies sur le terrain et une connaissance importante des différents courants pour ne pas être récupérés et biaisés, en fait, selon les intérêts individuels ou politiques. En général, en Occident et ici au Québec également, on va associer l'expression, par exemple, fondamentalisme musulman au rejet, par exemple, des valeurs de la société, au déni des droits des femmes, au repli, et pour certains, on va y inclure aussi des choix vestimentaires différents, donc ça peut aller du foulard jusqu'au niqab, il y en a même qui vont y associer en fait toute la dimension de la violence. Par exemple, pour ce soir, quel sens a-t-on vraiment voulu donner au fondamentalisme musulman? Quelles limites, en fait, on voulait y établir? Qu'est-ce qu'on voulait y inclure? C'est pour ça que pour ma présentation, je préférais utiliser des termes que je vais donc définir, qui sont plutôt le radicalisme et le traditionnalisme. Par exemple, pour le traditionnalisme, je l'utilise pour référer à une pensée et à des pratiques qui sont basées sur des traditions culturelles qui existaient déjà à la période pré-islamique et qui sont discriminatoires à l'égard des femmes. Si on parle d'excision, si on parle de mariage forcé, si on parle de la répudiation, etc. C'est cette pensée qui a d'ailleurs grandement influencé plusieurs travaux de recherche et d'interprétation des textes effectués par les spécialistes de l'islam pendant les siècles passés jusqu'au XVe siècle, et ils sont encore, je veux dire, reconnus dans les milieux de jurisprudence, malheureusement. Donc, les féministes musulmanes qui revendiquent leurs droits justement à l'intérieur des sphères musulmanes, au nom de leur foi et d'une réappropriation des textes scripturaires, attribuent justement les diverses discriminations à l'égard des femmes à ce traditionnalisme patriarcal. En plus, on note que le traditionnalisme
est transversal plutôt que représentatif d'un seul courant de pensée. En d'autres termes, il n'est pas en relation linéaire proportionnelle avec le degré de pratique, par exemple. On va trouver facilement des familles où les parents ou l'homme, par exemple, pratiquent peu ou pas l'islam, mais qui va quand même s'inscrire dans une vision traditionnaliste quand il s'agit du statut et de la place des femmes. Et en y amalgamant, par exemple, ce que leurs ancêtres ont toujours fait et qui va trouver tout d'un coup, ici et là, un avis juridique musulman pour légitimer sa vision. Donc, encore une fois, on voit que c'est le patriarcat qui demeure l'ennemi commun de l'émancipation des femmes, peu importe les religions, les croyances, les origines et le degré de pratique. Pour ce qui est du radicalisme, aujourd'hui, quand on parle de radicalisme musulman, on le voit davantage comme une vision caractérisée par une opposition à tout ce qui peut être perçu comme étant étranger ou comme autorisant des libertés. Donc, ça s'inscrit dans un mode de vie et dans une attitude très restrictive et dans une vision très restrictive de l'islam, de la religion. Cependant, c'est important quand même de noter deux choses. De un, que le radicalisme ne va pas de pair avec la violence, c'est-à-dire qu'on va trouver des individus radicaux qui sont politisés et d'autres qui ne sont pas politisés. Et parmi les politisés, on va trouver une minorité qui va prôner et qui va passer à la violence. Même malheureusement, c'est eux qui font le plus de lobby, pour plusieurs raisons qu'on peut citer plus tard. Deuxième point, c'est que même dans le temps du prophète Mohammed, il a existé des groupes qui privilégiaient la lutte armée, alors que lui-même leur disait qu'il y avait bien d'autres choses à faire dans la voie de Dieu plutôt que ce qu'ils appelaient le djihad armé. Donc ça a toujours existé des groupes radicaux, violents, comme ceux qu'on peut voir aujourd'hui. Donc peu importe le degré de foi ou de pratique religieuse, un individu qui est attiré vers la violence, dans le fond, il n'a pas besoin de religion pour la pratiquer en fait. Il va instrumentaliser la religion pour la légitimer. Mais il peut le faire tout autant pour d'autres raisons. Le deuxième point, donc, il se rapporte plutôt à ce qui peut être perçu comme une visibilité accrue de cette tendance donc radicale. Il y a 4 facteurs dont j'aimerais parler. Premièrement, en termes de chiffres, c'est très difficile à chiffrer. Quand on demande, par exemple, il y a combien de musulmans radicaux au Québec ou dans le monde, bon, si on note en termes absolus une croissance, par exemple, soit perçue, soit réelle, cela peut également être dû au fait qu'il y a tout simplement une augmentation du nombre de musulmans dans le monde dû à l'accroissement de la population mondiale en général. Donc, il reste à démontrer si, en termes relatifs, la proportion des musulmans radicaux est vraiment en augmentation. Donc, ça, c'est un point d'interrogation qu'on peut mettre. Ensuite, on peut également parler du phénomène global qui est depuis à peu près 2 décennies de retour vers le religieux et vers le spirituel. Que ce soit, par exemple, le bouddhisme, que ce soit les religions monothéistes, ou que ce soit, par exemple, des nouvelles religions. Donc, en fait, ce retour, en fait, c'était une forme un peu de résistance face à la modernisation, aux effets de la modernisation et du capitalisme. Et si on considère le cas d'islam, ce retour s'est opéré chez certaines personnes par une radicalisation due, en fait, à toute l'histoire de la colonisation, mais aussi à toutes les interventions militaires qui ont été perpétrées par les États-Unis et l'OTAN, par exemple. Il y a un autre facteur qui, justement, peut contribuer à la croissance donc, de la visibilité de ce mouvement radical, qui est lié à la géopolitique internationale. Donc, des puissances pétrolières comme l'Arabie Saoudite ou le Qatar, qui financent des groupes radicaux armés d'un côté, mais qui aussi propagent une vision très misogyne et restrictive de l'islam d'un autre côté, mais qui sont des alliés en même temps indéfectibles de nos propres gouvernements. Les États-Unis, le Canada, la France et l'Angleterre, par exemple. Donc, ces derniers, donc, nos gouvernements finissent par attaquer des pays musulmans où tout d'un coup des groupes radicaux armés apparaissent et disent vouloir gouverner au nom de Dieu. Donc, la question à se poser, en fait, c'est que je me pose moi parfois, à chaque fois qu'il y a une histoire comme ça, c'est comment se fait-il que les groupes terroristes apparaissent souvent là où il y a du pétrole, du gaz, de l'uranium? C'est quand même un peu bizarre, mais bon, c'est un point d'interrogation. Donc, le dernier facteur qui peut pousser à la radicalisation de certains individus, notamment des jeunes, et malheureusement ce qui arrive par exemple en France depuis la dernière décennie. Quand la société continue à stigmatiser des jeunes qui sont rendus à leur 4e génération, qui ne parlent même pas leur langue d'origine, qui se considèrent complètement français, mais donc la société continue à stigmatiser en raison de leur foi, en les plaçant dans le cadre extérieur du nous légitime. Donc il y a certains désillusionnés qui se font en effet récupérer par des mouvements radicaux où ils trouvent un certain sentiment d'appartenance
et où on leur confirme que l'Occident ne voudrait pas d'eux et que donc la solution c'est de se distancier de tout ce qui peut en provenir, tout en continuant d'y résider bien sûr. Ceci est notamment une grande inquiétude que nous avons également ici au Québec en tant que Québécoises musulmanes. Donc il faut à tout prix éviter les erreurs que la France a commises dans ce chapitre, et les jeunes Québécois musulmans doivent être encouragés à se sentir à l'aise dans leur identité multiple et non pas à avoir à choisir ou à privilégier l'une au détriment de l'autre. Ce qui devrait nous préoccuper est non pas la visibilité des musulmanes qui sont diplômées, instruites et qui travaillent ou étudient dans divers domaines, dont plusieurs qui sont non traditionnels, mais plutôt l'invisibilité de celles et ceux qui voudraient vivre en marge de la société, soit parce qu'ils sont fatigués en fait, ou qui en ont assez de se faire rejeter par le discours politique ou populaire, ou soit parce qu'ils sont aux prises avec leurs propres problèmes identitaires ou l'ignorance par rapport à leur propre religion. Maintenant, face à cette visibilité ou cette audibilité du discours radical, il y a depuis plusieurs années un mouvement de femmes et d'hommes qui pousse à la réforme de la pensée et du discours musulman. Un mouvement qui n'est pas monolithique, mais qui réclame qu'il est plus que temps, en fait, de rouvrir les portes de ce qu'on appelle l'ijtihad. L'ijtihad qui est ce travail intellectuel effectué lors des lectures des textes pour les comprendre selon leur contexte, donc temporel et spatial. Au Québec, il y a quelques années, par exemple, il y avait l'organisme Présence musulmane qui, par sa philosophie et ses actions, justement, tentait de mettre en pratique cette pensée réformiste et se distancier ainsi de toute la mouvance et de toute la vision radicalisée de l'islam. Par ailleurs, il y a des femmes musulmanes, comme j'ai mentionné, qui revendiquent leurs droits donc, de l'intérieur des sphères musulmanes et qui s'inscrivent donc dans ce courant réformiste, mais qui s'inscrivent également dans l'approche post-coloniale, où elles réclament aussi leur droit d'être des sujets de leur propre lutte et résistent à l'imposition d'un modèle unique, d'émancipation unique et universelle. Dans ces mouvements, on parle par exemple d'égalité, on dénonce les mariages forcés, l'excision, les châtiments corporels, les règles de divorce et d'héritage, etc. Il y a toujours existé, depuis le temps du prophète encore là, des femmes qui revendiquaient leurs droits. Mais on va dire que le concept de féminisme islamique en tant que tel, a apparu en Iran dans le début des années 90, dans un magazine de femmes qui s'appelait Zanan. Et ensuite, ce concept-là a été repris dans un autre magazine par des femmes, donc en Arabie Saoudite, et ensuite en Turquie. Et puis maintenant, aujourd'hui, c'est un mouvement beaucoup plus grand au niveau international. Il y a Zahra Ali, qui est une chercheuse française, qui, dans son livre sur les féminismes islamiques, parce qu'elle a établi une pluralité dans ce mouvement, qui les classe en fait en 3 catégories. Bon, donc, on a le traditionnel, le radical et le libéral. Je ne pourrais pas rentrer dans les détails, mais je vous recommande de lire le livre. Selon en fait le rapport qui est entretenu avec les textes sacrés et aussi le degré de pratique musulmane. Ces femmes proviennent autant du Maroc que de la Malaisie, en passant par le Mali, l'Égypte, l'Iran, l'Arabie Saoudite, la Turquie, etc. Donc il y a vraiment une multiplicité dans ce mouvement. Elles ont réussi à provoquer des avancées importantes, que ce soit au niveau juridique, au niveau politique ou au niveau académique. On peut citer par exemple le réseau international Moussawa, qui veut dire égalité, qui regroupe des chercheuses et des groupes de femmes de partout dans le monde, dont le Conseil canadien des femmes musulmanes ici, et qui établissent l'égalité comme objectif à atteindre. D'ailleurs, depuis 2010, ce réseau en fait, a lancé une initiative à long terme de développement des connaissances auprès des femmes sur un concept dans le Coran qui s'appelle le Qiyama, en fait, sur lequel plusieurs juristes vont se baser pour justifier la supposée autorité des hommes. Donc, justement, en ce mois de novembre, je pense juste après les États généraux ou en même temps, elles tiennent un congrès international au Maroc pendant lequel elles vont confronter les juristes de renom avec tous les travaux de recherche qu'elles auront fait durant les 3 dernières années, des recherches et d'analyses sur les textes scripturaires. Donc, ça serait intéressant de suivre ça. Ici, au Québec, des femmes s'imposent également de plus en plus dans les associations musulmanes comme des actrices importantes dans les questions qui touchent ces communautés. Malgré la présence de courants traditionnalistes, il y a quand même un changement observé et des femmes réussissent à être à la tête d'associations et d'imposer la légitimité en fait, de leur lecture de la réalité de la présence musulmane ici. Il y a encore du chemin à faire, notamment en ce qui est question de toute la place de la femme dans les mosquées.
mais une confiance et un travail de partenariat égalitaire sont nécessaires de la part du reste des féministes, en fait, qui ont réellement à cœur la cause des femmes. Donc, pour conclure, en raison de leur position donc, autant réformiste que postcoloniale, on peut bien imaginer toutes les résistances auxquelles ces femmes font face, autant à l'intérieur donc, de certaines sphères musulmanes, où elles sont vues comme des vendues à l'Occident à cause de leur position réformiste et égalitaire, et aussi à l'extérieur, où elles sont vues comme des marionnettes des islamistes à cause de leur position postcoloniale, entre autres. Alors, dans les deux cas, on est dans l'infantilisation des femmes et le refus de leur reconnaître leur capacité de penser par elles-mêmes pour mener leur propre lutte. Finalement, pour conclure, parfois, bien que ça peut être épuisant, ça peut quand même aussi être rassurant en fait, de se voir critiqué par les deux côtés. Bonsoir. Alors, nous venons d'entendre 3 personnes. Je suggère qu'on prenne 15 secondes de repos. Alors, il me semble que j'ai gagné un prix avec mon sujet. Je dois vous parler du fondamentalisme catholique. Bien, hein? Alors, dans le débat sur la Charte des valeurs québécoises, on parle très peu de la religion majoritaire, le christianisme ou le catholicisme. Est-ce que vous m'entendez bien en arrière? Oui, ça va bien. Et pourtant, aux yeux des féministes chrétiennes, il est absolument crucial d'en parler. Pour nous, cet enjeu se situe au centre des questions des rapports entre les femmes et la religion au Québec. Alors ce soir avec vous, je veux adopter un point de vue féministe qui s'intéresse à la religion majoritaire au Québec. Et je vais soutenir 2 choses. Premièrement, que les politiques explicitement patriarcales du Vatican ont des effets concrets néfastes au Québec, pas seulement ailleurs, et que l'on soit catholique ou non. Et cela se passe présentement, pas seulement dans le passé. À mon avis, on ne le voit pas facilement parce que le rejet de la religion au Québec a pour effet sur nous que la religion majoritaire est devenue soit quelque chose du passé ou soit quelque chose qui se passe ailleurs. On n'en voit plus les effets sociaux indésirables dans le présent. Et deuxièmement, je soutiens que le Vatican s'en tire trop bien avec sa politique d'apartheid des femmes. Il reçoit somme toute très peu de critiques féministes. On le laisse faire. Contre le régime d'apartheid des Noirs en Afrique du Sud, la communauté internationale avait exercé une pression soutenue. Mais cela ne se produit pas contre le Saint-Siège. Je suis d'avis qu'il s'en tire beaucoup trop bien et qu'il reste un grand travail de mobilisation à faire pour critiquer ces politiques anti-femmes. Les féministes chrétiennes ne peuvent pas mener la lutte seules. Elles ont besoin de l'appui du mouvement féministe social. Alors, dans mon exposé, je vais tenter d'analyser le fondamentalisme catholique, qui est un sujet pas si facile, et aussi parler de ses effets sociaux au Québec et de quelques stratégies féministes pour le contrer. Avant tout, je veux dire un mot sur le concept de fondamentalisme. Je suis un peu ce qu'Asma a fait, qui est le thème de la soirée. Alors, je vais adopter une définition qui est proposée par un groupe de l'American Academy of Religion qui a réalisé une enquête longitudinale sur le sujet, qui définit le fondamentalisme comme la défense d'une seule vérité, une seule identité, une seule autorité. C'est facile à retenir. Le fondamentalisme, il y a une trinité.
le fondamentalisme comme une seule vérité, une seule identité, une seule autorité. C'est une pensée fermée sur elle-même qui légitime un pouvoir de contrôle sur les autres. Le fondamentalisme représente ce qu'on appelle en sciences humaines un repli identitaire sur soi dans ce temps que nous vivons, qui est un temps marqué par une immense multiplicité et par des changements rapides. Alors, qu'ils soient culturels ou religieux, les fondamentalismes représentent une très mauvaise nouvelle pour les femmes, mauvaise nouvelle pour les féministes. Pourquoi? Parce que, dans le contexte actuel, ces autorités s'inscrivent dans des visions hiérarchiques du monde où les femmes sont infériorisées. Et c'est le cas du Vatican. Arrivons, parlons du Vatican et du Saint-Siège. Bien, il faut dire que les dirigeants du Saint-Siège ne se voient pas eux-mêmes comme des fondamentalistes. Il faut le préciser, ils vont taxer d'autres religions de l'être, mais pas eux-mêmes. Et pourtant, leur discours correspond bien à la définition que j'ai proposée. Il y a une seule vérité. Il n'y a pas de pluralisme de pensée dans l'Église catholique. Une seule identité, qui est la même imposée à tous et à toutes, et une seule autorité. C'est-à-dire que les dirigeants actuels de l'Église catholique se disent inspirés spécialement de l'Esprit Saint. Ils auraient ainsi un accès particulier à la vérité divine et immuable. Donc, il s'agit vraiment d'un fondamentalisme. Il faut dire, je tiens à préciser que ce modèle d'Église institutionnelle est critiqué par une majorité de catholiques. L'Église catholique vit une crise profonde et grave. Elle vit une fracture entre sa base et sa direction. On compare parfois l'autoritarisme du Vatican au mur de Berlin. Moi, j'aime bien cette comparaison. Le mur de Berlin est tombé au moment où on ne s'y attendait pas, du tout, absolument pas. Cela pourrait se produire pour l'Église catholique romaine, qui pourrait s'ouvrir au pluralisme, compte adopter tant d'autres églises chrétiennes. Je vous parle pendant 4-5 minutes de la théologie de la femme du Vatican, avant d'arriver aux effets. Depuis la deuxième moitié des années 70, surtout sous l'impulsion du pape Jean-Paul II, le Vatican a développé une théologie de la femme. Il s'agit d'une création nouvelle. Ce n'est pas un discours traditionnel. C'est une création nouvelle de la théologie vaticane, créée en réponse au féminisme. Et je veux que vous remarquiez qu'une théologie de l'homme n'existe pas. Cette théologie de la femme est détaillée. Elle fait quelques centaines de pages dans les documents officiels. C'est quelque chose de considérable et sérieux. Il s'agit d'un discours antiféministe contemporain qui pousse jusqu'au bout sa propre logique. Et moi, comme professeur, en tout cas, je dis aux personnes qui étudient les théories et les politiques féministes, lisez la théologie de la femme. Parce que ça nous fait faire nos gammes en ce qui concerne le féminisme. Il existe très peu de textes politiques occidentaux aussi patriarcaux. Comme textes nouveaux, contemporains. Il s'oppose au féminisme pour 4 raisons principales. Selon le Vatican, le féminisme prétend libérer les femmes de leur vocation de mère et d'épouse. Ensuite, il veut faire des femmes des copies des hommes. Et il fait en sorte que les femmes s'érigent en ennemies des hommes. Donc, il brise l'harmonie. Alexa me regarde avec les grosses yeux. Et quatrièmement, le féminisme nie la nature immuable des hommes et des femmes voulus par Dieu. Vous voyez, c'est un discours antiféministe. C'est clair que dans la philosophie du gouvernement Harper, un des éléments, c'est ce que l'État doit délaisser, ça doit être assumé par la famille et les religions. Et donc, quand les communautés religieuses offrent les services que l'État aurait pu offrir,
bien, c'est très souvent un type d'aide, un type d'entraide que l'État n'est pas prêt à assumer. Moi, je peux te donner l'exemple. J'avais des liens avec des Inuits à Montréal quand ils viennent descendre du Grand Nord pour des services de santé qui durent plusieurs semaines ou mois parfois. Les gens sont très isolés, ont de la difficulté à s'organiser dans un espace entre des villages de 1000 personnes et Montréal. C'est un choc majeur pour toutes sortes de raisons linguistiques, politiques, sociales et tout, et leurs propres conditions de santé. Et qui vient se donner tous les coups de main aux personnes pour leur offrir accompagnement, soutien moral, nourriture, accompagnement de toutes sortes, bien, ce sont les évangélistes chrétiens qui offrent ce que moi, je ne suis pas prête à faire, honnêtement. Donc, et que l'État n'offre pas non plus. Et donc, que les communautaires n'ont pas les moyens d'offrir. Donc, il y a un enjeu aussi de ce qui est laissé comme espace par rapport à certains milieux. Et le constat, c'est que les politiques de privatisation, donc, de politiques néolibérales, ne sont pas dissociées des conditions de création de terreaux fertiles aux fondamentalistes religieux. Et ce que je constate aussi dans les groupes de femmes, dans les mouvements féministes, à peu près dans le monde, c'est qu'il n'y a pas une seule approche unique qu'on peut adopter pour comprendre les événements ou les façons dont les fondamentalistes religieux prennent leur place, les discours qu'ils emploient. Parfois, il peut y avoir un discours similaire, parfois, il peut y avoir un discours contradictoire. Donc, on ne peut pas juste dire les fondamentalistes religieux prennent tous exactement le même format. Ce n'est pas vrai. On constate aussi que les solutions à la confrontation ou la manière de traiter la question du fondamentalisme religieux ne peut pas être la même partout non plus. On a besoin de regarder quel est le contexte social, politique, économique, légal, c'est quoi les forces du milieu, c'est quoi les débats publics, c'est quoi la compréhension des enjeux dans un milieu donné. Donc, il est absolument impossible de penser à une solution unique pour tout le monde, partout dans le monde. Et dans les stratégies de réflexion du mouvement féministe et les débats qui suivent, c'est qu'on voit la question de la laïcité est un seul partie de l'ensemble des solutions réfléchies. Et il y a des méga débats à travers le monde entre féministes sur la nature de cette laïcité souhaitée. Est-ce qu'elle est souhaitée? Est-ce qu'on le voit comme étant utile? Et donc, on ne peut pas juste dire, si on est féministe, donc la laïcité, c'est X, Y chose, et ça doit s'appliquer de X, Y façon, et c'est automatiquement la solution à préconiser dans tous les lieux, tous les moments, dans toutes les circonstances. Ce n'est pas ça qui est approprié comme féministe. On peut avoir des perspectives, une vision commune de qu'est-ce que c'est la liberté, l'égalité, la justice pour les femmes, mais la manière de l'articuler doit être appropriée à un lieu donné. Alors, il y a un questionnement dans le débat public au Québec en ce moment. Il y a une des réflexions sur la relation entre le public et le privé. Puis on entend beaucoup, la religion, ça doit se pratiquer en privé. Alors que plein de féministes dans le monde sont en train de dire que si la religion est reléguée uniquement à la sphère privée, ça veut dire que tout se passe entre portes closes, dans les lieux de culte ou dans les maisons, et donc il n'est pas sujet au regard public et au débat public. Donc, si ça se passe uniquement loin de la vue de la démocratie, de l'espace public, et à ce moment-là, les fondamentalistes, donc les gens rigides et ont une interprétation extrêmement rigide, ont comme beaucoup de place pour faire leur discussion s'imposer dans un milieu. Et les féministes ou les gens critiques à l'intérieur ont un travail immense à faire sans que ça se passe à l'extérieur, en public, où là, ils peuvent bénéficier à la fois des critiques des croyants et des croyantes, tout comme les critiques séculaires. Donc, il y a une réflexion chez des féministes américaines d'Amérique latine ou ailleurs qui disent ben, c'est pas une bonne idée de créer cette ligne de démarcation si nette entre le public et le privé et de demander est-ce que ça se passe dans des lieux cachés d'une certaine façon aux yeux de la population alors qu'on a besoin d'engager un débat public important. L'autre affaire qui semble se réfléchir,
c'est l'importance de reconnaître des formes de fondamentalisme. Si on prend la définition de Mme Couture, on a pu voir que ce n'est pas juste une question de lecture de textes religieux. On voit que c'est une sorte d'attitude devant la vie, une sorte d'autoritarisme. Alors, il y a plein de féministes qui disent qu'il y a plein de formes d'autoritarisme dans la société, et donc on ne peut pas uniquement se concentrer sur les autoritarismes religieux si on veut endiguer ou prévenir et arrêter les formes de fondamentalisme qui existent, parce que ultimement, on s'en fout un peu si c'est juste religieux. Si on élimine les versions religieuses de l'affaire, mais que ça se traduit ailleurs, dans d'autres systèmes, d'autres façons d'être dans la société, mais on n'est pas plus avancé comme féministe. Donc, elle nous interpelle à regarder, par exemple, le militarisme, qui est une culture extrêmement autoritaire. Questionne aussi l'économisme, un système économique autoritaire, hiérarchisé et tout. Donc, il y a une réflexion qui nous fait un peu élargir la nature de la discussion. Elles disent aussi, elles se questionnent sur les stratégies des nombreuses années du féminisme, qui a eu tendance à se concentrer tellement fortement sur les éléments matériels de la vie des femmes sans se soucier d'un rapport un peu au bien-être, aux spiritualités ou au sens de la vie des femmes, qui ne trouvent pas toujours réponse dans un type d'action féministe ou une action ou une perspective féministe qui est très axée sur les besoins très matériels. Donc, elles disent, est-ce qu'il y a manière pour le mouvement féministe de s'engager davantage dans une réflexion sur le sens, sur des éléments spirituels? Ça peut être épeurant. Je m'imagine discuter de ça dans les assemblées générales de la FFQ. Ça m'apparaît un peu farfelu, honnêtement. Mais donc, ça veut dire que c'est tellement évacué de nos espaces qu'on ne sait pas trop même comment l'aborder de façon à ce que tout le monde n'est pas mal à l'aise, ou à peu près. Elles disent aussi que c'est extrêmement important de travailler avec les féministes croyantes et pas de les isoler. Elles disent que les féministes croyantes font un travail important de contestation interne aux religions et que c'est important qu'elles aient un appui, un lieu pour discuter de stratégie et de solidarité pour qu'elles ne s'isolent pas dans le travail et qu'elles sentent partie prenante donc d'un processus féministe et qu'elles ne soient pas tout le temps tenues à la marge des discussions, parce qu'on ne peut pas dire qu'on discute de féminisme croyant dans beaucoup d'endroits, donc peut-être la charte nous aura donné un petit peu de ça. Elles disent aussi que c'est extrêmement important de renforcer le pluralisme politique. Le pluralisme politique qui critique l'idée qu'il y a une seule bonne façon de vivre. Donc, comment on s'engage comme féministe dans ces espaces de mobilisation qui font réduire, pour contrer la réduction de l'espace politique. L'éducation est un lieu majeur, donc comment, par exemple, on finance encore les écoles privées confessionnelles, et ça c'est questionnant, parce que si on veut créer un espace commun de réflexion critique, c'est peut-être pas l'endroit, mais il y a des débats majeurs à l'intérieur des mouvements féministes sur la pertinence de financer ou non les écoles, que l'État finance ou non les écoles confessionnelles, et il y a des perspectives pertinentes en fait de toutes sortes de côtés là-dessus. C'est important de refuser des lois différentes. Généralement, je pense qu'on s'entend là-dessus dans le mouvement féministe, donc à l'intérieur d'un même pays, pas de lois séparées pour différents milieux croyants. Donc ça, c'est un des éléments de stratégie des mouvements féministes dans le monde. Puis, elles ne veulent absolument pas que la laïcité, comme perspective, soit séparée d'une perspective des droits humains. La minute qu'on discute uniquement de laïcité, mais pas d'un appareil des droits, plus globalement, bien là, à ce moment-là, on peut utiliser la laïcité pour faire des choses qu'on ne voulait pas faire. Et peut-être ça fait partie des enjeux de notre discussion dans le débat public au Québec. Je dirais, peut-être une dernière affaire, c'est que il y a eu des États laïques extrêmement dangereux, violents, patriarcales, et des États
non laïques, plutôt ouverts sur, à contrer le patriarcat dans leur milieu. Donc, on a besoin d'avoir aussi, ne pas voir des éléments de la laïcité comme étant une panacée pour la lutte des femmes. Et c'est une des façons, on a l'impression qu'aujourd'hui, le débat est rendu là où on a l'impression que c'est le but final de l'égalité entre les hommes et les femmes, puis ça serait, on n'est pas tout à fait d'accord. Je dirais, pour terminer, que les mouvements féministes, il y en a des femmes qui disent, il y a des progressistes croyantes, des féministes croyantes, qui sont extrêmement actives et qui font avancer la société. Et peut-être ce qu'on a besoin de voir, c'est quelle place dans notre société il y a entre, pour ces féministes et ces progressistes croyants, qui ne menacent pas finalement ni la démocratie, ni le pluralisme, qui le reconnaissent, qui ne menacent pas l'avancement du féminisme ou d'une vision féministe pour la société. Et peut-être qu'on fait parfois un débat qui expulse l'ensemble de la religiosité, puis ne voit pas les alliés où ils peuvent être. Donc voilà, merci. Alors, il faut être sorti d'ici les chaises pliées à 9h30. Pas les chaises pliées. Donc, je pense qu'il n'y a pas de micro, mais si vous devez vous parler assez fort, il y a des micros qui peuvent, oui. On peut faire circuler les micros. Alors, la parole est à vous. Il y a beaucoup de peine sur la parole. Bonjour, je m'appelle Sébastien, je suis éducateur en service de garde à la commission scolaire Marguerite Bourgeois, une commission scolaire qui est formée de au moins 60% des enfants, au moins un de leurs parents qui est né à l'étranger. Comme vous entendez dans mon accent, je suis français aussi. Alors d'abord, je voudrais faire un commentaire, je voudrais dire ce qu'a dit madame à droite d'Alexa, je me souviens plus de ton nom. Oui, sur la France, c'est parfaitement vrai. La France et toutes les lois qui ont été mises en place ont été catastrophiques sur le plan de l'intégration. C'est un échec total. L'ethnicisation des rapports sociaux s'est renforcée. Et tous les gens issus de l'immigration, et notamment l'immigration maghrébine et musulmane, eh bien, ils ont été plongés pour beaucoup d'entre eux dans un espèce de fétichisme identitaire. Et le problème, c'est que ce fétichisme-là, il s'est fait d'une façon réappropriée et souvent en des termes complètement déformés. Parce que ces jeunes hommes et ces jeunes femmes, ils n'avaient pas une connaissance de l'arabe assez grande pour lire eux-mêmes le Coran et la Sunna et donc faire leurs propres interprétations. Et souvent, ils ne vont pas à la mosquée non plus. Et donc, ils se sont retrouvés dans des situations un petit peu absurdes. Et effectivement, le racisme est très mauvais. C'est intéressant de voir dans ce débat comment on est vraiment dans la discipline des sujets. Et là, je fais volontairement un clin d'œil à Michel Foucault parce qu'on est vraiment là-dedans. Et d'ailleurs, les sujets en question étaient traités de folles. Donc on voit bien le lien entre les deux. Et on cherche vraiment à discipliner un certain nombre de femmes, et d'hommes d'ailleurs, à travers leur corps, leur apparence, leur capacité d'agir. Et puis on leur dit, si vous ne vous disciplinez pas comme nous, comme la majorité, bon, on va le faire à votre place, en ayant des lois. Et on se rend compte que finalement, on crée des frontières à la citoyenneté québécoise. Et de ces frontières-là, ben, il y a les femmes voilées d'un côté, et puis de l'autre côté, il y a les travailleuses du sexe. Et si on est travailleuse du sexe, ou si on est voilé, ben, on n'a pas le droit à la citoyenneté. C'est vraiment assez impressionnant de voir ça. Et donc moi, je me demande, avec toute la définition que vous faites du fondamentalisme, c'est finalement cette charte, elle n'essaye pas de nous imposer une laïcité fondamentale au Québec. Et dans quelle mesure la manière dont on la propose, cette laïcité, le débat autour de ça, ne construit pas une laïcité fondamentaliste. Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est qu'on se rend compte que finalement, on nous présente le féminisme au singulier, en fait, on se rend compte qu'il y a des féministes, peut-être autant qu'il y a deux féministes et de représentations féministes. Et je me demande si le statu quo, un petit peu pour sauver le féminisme et pour garder ce rapport de force féministe pendant ces 30 dernières années,
a pas un peu effacé justement le fait qu'il y ait plusieurs féminismes. Et ça, c'est peut-être un aspect intéressant du débat sur la charte, c'est qu'on se rend compte qu'il n'y a pas de statu quo. Est-ce que les féministes vont continuer à maintenir ce statu quo de manière à ce que ce soit des femmes comme vous qu'on voit dans les médias et pas à chaque fois des symboles des différentes parties mises en cause et qu'on ait droit à un discours qui quand même élève le débat, parce que ce qu'on a entendu ce soir, heureusement qu'on l'entend, ça donne vraiment des armes et ça permet de dépassionner les choses et je vous remercie pour ça d'être venu nous parler. Alors, je pense que la deuxième question, on va la réserver à Alexa. La première, qui veut... Je crois que c'est une très bonne question. Est-ce qu'on n'est pas en train de voir dans ce projet de laïcité qu'on n'est pas capable d'appeler une autre forme de religion? D'ailleurs, j'ai trouvé ça intéressant de noter que la laïcité vient des sociétés chrétiennes. Sur la première question, j'aurais tendance à répondre avec les arguments de la deuxième, c'est-à-dire il faudrait faire très attention aussi de ne pas caricaturer la position de ceux qui sont en faveur de la charte. Il est vrai que dans l'espace public, très souvent, ce qu'on voit, c'est qu'on va penser en termes de dichotomie, tant et si bien qu'on va se retrouver avec une caricature de part et d'autre. C'est-à-dire que d'un côté, on va avoir des gens qui vont défendre la charte, mais on va avoir l'impression que c'est totalement identifié, par exemple, aux questions des valeurs, au nationalisme exacerbé, etc. Et de l'autre côté, on va avoir des positions comme la mienne qui vont être caricaturées du côté d'une forme d'individualisme radical, etc., etc. Donc, évidemment, ce qu'on veut, c'est éviter les caricatures. Et pour cela, ce qu'il faut essayer de voir, c'est quelles seraient les positions en faveur d'un document comme la charte qui seraient les plus audibles. Et ce qui est très difficile en ce moment, là où je vous donnerai raison, ce qui est très difficile, c'est de faire un débat sur la place publique qui ne soit plus pensé dans des termes dichotomiques, qui ne soit plus pensé, pour reprendre ce que disait tout à l'heure Mélissa, qui ne soit plus dans le cadre du où tu es pour, où tu es contre, et qui soit fondé sur des enjeux qui sont, eux, où il est possible d'avoir une discussion. Et c'est précisément ce que semble vouloir, et là je condamne vraiment le PQ pour ça, c'est ce que semble vouloir éviter le PQ, parce qu'à partir du moment où il y aurait une véritable délibération, alors ça ne pourrait plus devenir un instrument politique. Et à mon sens, on ne peut pas commencer un débat en dépensant 2 millions de dollars pour faire la publicité d'un projet. Donc à partir de ce moment-là, les dés sont pipés, mais il n'en demeure pas moins qu'il appartient à la société civile de se réapproprier ce débat, et surtout de le désapproprier des médias qui ont tendance à en faire une simple instance de spectacle. Juste pour rajouter en plus, justement sur ce pôle de débat qui est là, c'est quand on a déposé notre position justement contre la charte, tout de suite après on s'est fait téléphoner par... je pense que j'ai trop parlé aujourd'hui, j'oublie des mots et des noms. Justement, responsable du PQ. Hein? Monsieur Trinville? Non, responsable des questions autochtones pour le PQ. On s'est fait téléphoner pour se faire dire qu'on n'avait pas besoin de se positionner contre la charte parce que de toute façon, la charte ne s'appliquait pas aux peuples autochtones, aux Premières Nations. Il dit, bravo, parce que de toute manière, on ne l'appliquerait pas nous-mêmes, on l'a refusé, justement. Mais aussi, ce que ça nous a fait réfléchir après, c'est qu'on était exclus du débat en tant que Première Nation. Comme quoi, oui, c'est ça, Lisée a dit la même chose aux villes, donc... Alors, moi, j'ai dit, ben, écoute, probablement cette charte-là, j'en veux pas sur ma spiritualité personnelle, mais aussi, je pense que c'est important qu'en tant que citoyenne, même autochtone, même si on a, c'est vrai, légalement des droits qui sont différents, on est quand même des gens qui habitent le territoire, qui partagent. Et tous les jours, moi, je vais prendre le métro avec la diversité culturelle complète de Montréal. Je dis, je ne suis pas dans une bulle en plastique. Puis je pense que les citoyens des Premières Nations ont le droit aussi de dire, on ne veut pas de ce genre. Ou même, ils ont le droit de dire, ben nous autres, on est pauvres, mais on a le droit de participer au débat. Et c'est justement là où on s'est rendu compte que c'était vraiment une polarisation du débat. C'était pas un débat sain dans la société. J'ai pas envie
de traiter le souhait de plusieurs d'avoir une loi sur la laïcité de fondamentalisme. Mais en me préparant pour ce soir, j'ai trouvé que la FFQ est victime d'un traitement public et que certaines féministes musulmanes sont victimes d'un traitement public qui ne nous permet pas d'exister, qui lui est fondamentaliste. Et c'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est que c'est comme si on a fait une lèse-majesté. On a même écrit des textes dans les journaux pour dire « j'accuse la FFQ de trahir le féminisme et la cause des femmes », ce qui est quand même une accusation, ça a pris une forme très historique, inscrite dans l'histoire française, mais c'est comme une accusation extrêmement grave pour une organisation qui, moi je le crois bien, continue à être extrêmement féministe, mais et c'est comme si on ne nous permet pas d'exister avec nos réflexions et qu'on cherche depuis ce temps-là à dire qu'on manque de crédibilité, de légitimité et de représentativité. Et depuis 2009, on ne cesse de subir des attaques des plus dégueulasses sur notre travail. Je peux vous dire que c'est pas sorti dans les journaux, mais on nous a accusés par la bande d'être financés par des islamistes, par exemple. Et donc, j'ai dû faire 2 entrevues avec des journalistes sérieux qui ont suffisamment cru à ces accusations sans aucune preuve que c'est le cas. Et c'est quand même complètement farfelu, c'est une perte d'énergie immense d'avoir à faire ce genre de travail-là, plutôt que de s'engager dans des réflexions de fond. Mais on ne nous donne pas en même temps une plateforme pour le faire, mais on donne une plateforme immense à des personnes qui passent leur temps à dire qu'on est infiltré par des islamistes. Et moi, j'aimerais vous dire que je suis assez fière du fait qu'il y ait des femmes musulmanes qui portent ou non le foulard au sein de la FFQ, qui sont actives. Je trouve que c'est le signe d'un succès, le signe d'un travail de longue haleine pour créer de la confiance et le respect mutuel pour s'engager dans un travail de solidarité. Je ne peux pas imaginer qu'on subisse ce genre d'attaque depuis aussi longtemps. Puis j'avoue que j'en ai vraiment marre. Je suis vraiment tannée de ça. Et je pense qu'on a plusieurs dans la salle qui le subissent au quotidien. Mais vraiment, je ne le tolère plus. J'essaie de trouver les manières de le combattre, mais je ne le prends plus. Et sur les questions des féminismes, bien sûr, nous travaillons au sein de la FFQ dans la pluralité des féminismes. Mais on est aussi campés dans une perspective anticoloniale, une perspective antipatriarcale, bien sûr, c'est le fondement, mais anticapitaliste. Et donc, on a une perspective plurielle du féminisme, mais on se rend compte qu'il y a aussi des féministes qui sont des féministes conservateurs et qui existent et qui ne se retrouvent pas chez nous. Ben, c'est correct. Mon nom c'est Adèle Bélanger, je suis traductrice agréée, mais j'ai fait une maîtrise en sciences des religions à l'UQAM. Alors, je suis un petit peu, j'ai adoré tous vos discours, que j'aimerais avoir une mémoire exceptionnelle et pouvoir tout retenir ce que vous avez dit, qui était fondamental. Et puis, ce que je voulais dire, c'est que je ne partage pas l'idée que l'histoire de la charte, c'est contre l'islam. Je ne partage pas du tout cette idée-là. Et je comprends très bien pourquoi ils ont pris la charte des valeurs. Alors, je vous donne un exemple. J'étais dans un cours où il y avait environ 45 personnes. C'était à l'époque de Bouchard-Taylor et c'était à l'époque où il y avait beaucoup, toutes ces demandes d'accommodement raisonnable, tout le sujet était là-dessus. Le professeur a voulu débattre justement, nous donner la parole et tout. Et je vous avoue qu'en tant que Québécoise née ici, même si j'ai des fois un accent de français, je suis restée estomaquée. Là, je suis habituée maintenant au hijab. Mais la première fois où j'ai vu 40 personnes dans le cours qui portent un foulard, et très peu de noms, je donne évidemment, c'est caricatural ce que je dis là, mais j'ai vraiment eu un choc. Et un choc des valeurs, un choc culturel. Un jour, je sortais de mon bureau, et je croise dans la rue une femme qui, ça m'est arrivé qu'une fois, hein, mais j'ai croisé une femme qui portait une burqa toute noire. J'ai fait, ah!
Vous voyez, ça venait m'atteindre dans mes racines, dans ce que je suis. Donc, c'est pas faux d'appeler ça une charte des valeurs, quelque part, parce que c'est que nous, nos valeurs, en fin de compte, c'est que les Québécois, les Québécoises, les catholiques, on n'a pas fini notre révolution tranquille. Et on est en train de prendre conscience qu'il faut aller plus loin. Il faut voir ça aussi. On est en train de prendre conscience qu'il faut aller plus loin que cette révolution tranquille où on a jeté le catholicisme avec l'eau du bain. Eh bien non, le discours religieux, c'est un discours qui a sa place, c'est une catégorie de la société. Donc on ne peut pas éliminer dans la sphère privée, comme disait je ne sais plus qui d'entre vous, tout l'aspect de la religiosité, parce que aussi il faut faire la différence entre l'institution et autres. En fait, ce qu'on n'aime pas, je pense, j'espère que je me fais le porte-parole de plusieurs, ce qu'on n'aime pas, c'est simplement, justement, ces extrémismes. On ne veut pas de charia, on ne veut pas de burqa, on ne veut pas de tchadar, c'est ça qu'on n'aime pas. Et je connais des amis à moi qui vivent dans des, je crois que c'est la Rivière-des-Prairies, je ne suis plus trop certaine, où eux, leurs voisins, ce sont des gens qui sont toujours avec ces tchadars, tenues noires, etc. Et c'est ça qu'on ne veut pas, c'est pas l'islam. L'islam, moi j'adore l'islam comme toute autre religion, mais c'est ça qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne veut pas non plus de Village Peace qu'il y a en Ontario, où, bon, ils sont très bien, leurs chants sont merveilleux et tout. Moi, j'irais là-bas dans leur pays avec les musulmans qui diraient leurs prières. Je trouvais ça vraiment pittoresque, j'aimerais ça, mais chez nous, on n'en veut pas. Ce qu'on veut, c'est que l'islam se vive comme en tant que religion et dans la paix, bien sûr, parce que c'est ça fondamentalement aussi l'islam, c'est une religion d'amour et de paix, comme toutes les grandes religions. Alors voilà, moi j'aurais beaucoup de choses à dire, mais je vais m'arrêter là. Est-ce que vous avez une question? Oh, est-ce que j'ai une question? Oui, bien quelqu'un tout à l'heure disait, elle est un petit peu vache ma question. C'est parce que tout à l'heure on parlait beaucoup de patriarcat. On parle de patriarcat, mais on ne se pose pas la question qu'on est en train de faire un peu la même chose en se disant féministe. Alors, il y a quelque chose... Moi, je recherche l'équilibre en tout. Les valeurs personnelles, oui, mais pas au détriment des valeurs collectives. Donc, des valeurs individuelles. J'ai même écrit à l'ONU, j'ai eu ce culot-là, pour leur dire, écoutez, il faudrait peut-être revoir la Déclaration des droits de l'homme, parce que tout est basé là-dessus, toutes les chartes sont basées là-dessus, mais il y a une discrimination quelque part. Je suis pour, évidemment, qu'on favorise les droits des individuels, mais pas au détriment de la collectivité. Je n'ai pas de questions, je suis désolée. Merci, merci. Mais, oui. Plusieurs questions. Plusieurs questions, d'accord. Mais je crois que nous avons un bon exemple. J'espère que vous préparez vos réponses parce que je crois que vous mettez le doigt sur une opinion majoritaire en ce moment. Oui, monsieur. Mon nom c'est Mohamed. Bonsoir. Monsieur Nadeau a parlé de la relation de l'équipe de Harper avec les religieux, avec les évangélistes. Est-ce que vous pouvez me parler de la relation du PQ avec la religion ou les religieux? Merci. Est-ce que vous voulez préparer d'autres questions pendant qu'on fait des réponses ou vous voulez... Oui. Oui? Alors, qui veut commencer? Ben, pas de réponse. Je dirais que j'ai eu, en plus, je travaille au jardin des Premières Nations, ça me donne l'occasion beaucoup d'avoir des discussions de fond avec les gens par rapport à beaucoup de sujets. Puis, drôlement, je parle des Premières Nations, et là, ces derniers temps, on parle beaucoup des Premières Nations, et on tombe tout de suite dans la charte des valeurs. Et l'autre jour, j'avais une discussion avec une personne, puis elle me disait comment elle était pour la charte, qu'elle croyait qu'il fallait, justement, c'était les mêmes arguments. Et j'ai dit, madame, je comprends d'où vient votre appui à la charte, ça vient quand même d'une peur de l'autre. Elle dit, non, mais j'ai pas peur de l'autre. J'ai dit, ce que je sens, c'est une peur de l'autre. Non, non, mais vous comprenez, on veut nos valeurs, on veut que les Québécois se représentent. J'ai dit, alors ça vient d'où ce besoin d'être représenté? Ben, on ne veut pas être englobé, donc vous avez peur de vous faire assimiler par quelqu'un d'autre, donc c'est une peur. Elle dit,
Ben non, mais pas vraiment. J'ai dit, bien, regardez, si je peux mettre un rapport justement à cette peur qui est autre, dans les communautés, dans les villes où est-ce que il n'y a pas de musulmans, c'est les Premières Nations qui sont plus nombreux. J'ai dit, ben cette peur-là crée des gens qui veulent faire des murs entre les communautés autochtones et non autochtones. Là, je parle vraiment réalistiquement de l'exemple de cette île, où est-ce qu'on veut encore nous isoler parce que on n'aime pas ça, les Indiens. On n'aime pas ça voir de la pauvreté. On n'aime pas ça voir des gens maganés, des gens qu'on ne comprend pas. Je dis, c'est cette peur-là qui fait que 400 ans après l'arrivée des Européens, on est encore à essayer de créer une relation entre nous. Cette peur-là, c'est sûr que c'est un besoin de se conserver. Je veux dire, nous-mêmes, on essaie de se conserver, mais sans rejeter l'autre. C'est très difficile, ça demande beaucoup de travail, puis ça demande aussi un travail d'accepter que tu n'auras pas tout ce que tu veux. T'sais, moi, j'aimerais ça que toute ma culture revienne, que ma langue revienne, que tout... J'accepte que je n'aurai pas tout ce que je veux, mais je pense qu'il y aura une progression. Et cette peur-là, elle existe pour vrai, que tu sois musulman ou non. Présentement, on fait peur aux gens depuis 2001 avec la religion musulmane parce qu'on a vu justement des actes extrêmes. Mais il ne faut pas oublier qu'une grande partie des gens de la religion musulmane se sont fait eux-mêmes hijacker leur propre religion par des individus. Alors, tu sais, c'est difficile comme pour nous. On est tous dans la tête de beaucoup de gens, des alcooliques, des drogués, des sans-abri, des gens qui ont des problèmes. Et alors, ça ne représente pas du tout l'ensemble des populations autochtones. Mais ça reste que dans l'imaginaire de certains, on est comme ça. Eh bien, c'est la même chose pour les gens qui sont musulmans, qui viennent des pays... Je veux dire, il y a tellement de gens qui viennent d'Algérie, du Maroc, qui sont aussi catholiques, mais ils sont pas. Comme on dit, ils sont trop bruns pour être catholiques dans la tête de beaucoup de gens. Comme nous, on est trop bruns pour pas que ça aille bien dans notre vie. Moi, je suis trop blanche pour pas être une brune. En tout cas, vous voyez, c'est qu'il y a toujours cette peur, puis je veux pas, c'est très humain. Je veux dire, on a survécu en tant que petite bête grâce à la peur, mais à un moment donné, ça nous isole. Et à nous isoler, bien justement, on fait un isolement pour les Québécois, autant en aval qu'en amont d'histoire. On s'isole des peuples qui nous ont accueillis, puis on s'isole des peuples qu'on accueille. Moi, je voudrais revenir au titre de la soirée, au-delà du voile, les fondamentalismes. Je trouve que c'était une bonne stratégie de prendre ce thème parce qu'il y a un consensus sur l'idée qu'on veut lutter contre les fondamentalismes. Je pense que même les féministes dont vous parliez, qui attaquent la FFQ, sont d'accord qu'il faut lutter contre les fondamentalismes. Là, il y a un consensus, donc un domaine sur lequel on peut travailler. Ça, c'est assez intéressant. Il y a quelque chose qui est en train de se passer, que nous vivons, là, cette polarisation, vous en avez parlé, Mme Pelletier, au début, c'est quelque chose qui nous touche, hein, vraiment. Moi, disons qu'une animatrice, je ne nomme pas son nom, une animatrice dans les médias qui prend position pour la charte de façon très forte. Et moi, j'ai beaucoup d'admiration pour cette personne. Puis là, je me dis, je comprends pas comment elle arrive à prendre cette position-là. Je me dis ça le matin en l'écoutant. Imaginez que dans le courant de l'émission, elle parle d'une autre féministe et elle dit exactement la même chose. Elle dit, j'arrive pas à m'imaginer comment cette autre femme prend cette position-là. C'est l'expérience que nous sommes en train de faire. Hein? C'est quelque chose, cette expérience-là. Ça vaudrait la peine d'essayer de la comprendre davantage. Qu'est-ce qui est en train de nous arriver dans cette division-là? Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à comprendre l'autre, puis c'est mutuel? Alors, c'est quelque chose d'important qui est en train de nous arriver. Puis, en ce qui concerne le mouvement féministe, quelque chose qui est très, très important dans le mouvement féministe, c'est d'établir des coalitions entre des groupes qui sont différents dans le féminisme. Ça fait partie de la politique féministe, sur le plan international, local et tout. Là, on n'arrive pas à le faire en ce moment. On n'arrive pas à faire ça.
pour moi, le défi, ça serait de surmonter cette division frontale, puis de trouver un moyen de recommencer à établir des solidarités entre des féministes qui prennent des positions vraiment qui semblent très opposées. Pour moi, c'est ça notre défi. C'est ça notre défi en ce moment. Comment le faire? Par où le prendre? Je dois vous dire que pour l'instant, je ne sais pas, mais d'après moi, c'est ça notre prochain défi. Juste pour rebondir sur ce que Denise a dit, en fait, quand tu parles en fait, des féministes qui critiquent la FFQ, mais qui sont quand même contre les fondamentalistes, et donc ça serait un point commun. En fait, je mettrais juste un bémol là-dessus parce que, justement, comme ce que j'avais dit au début, c'est que pour ces femmes-là, pour ces féministes-là, leur définition du fondamentalisme peut complètement être différente de la mienne. C'est-à-dire, pour ces féministes-là, déjà, une femme qui porte le foulard, c'est déjà très fondamentaliste. Donc, il y a juste un bémol là-dessus. Et puis, le problème avec en fait, certaines de ce courant-là, c'est qu'elles refusent la reconnaissance, en fait, de l'autodétermination de certaines femmes. Et donc, du fait que certaines femmes voudraient se définir elles-mêmes comme elles veulent et définir leur foi comme elles l'entendent, en incluant leur éthique vestimentaire, etc., mais se définir elles-mêmes comme féministes. Donc il y a aussi ça, et on le remarque beaucoup, que ce soit par exemple dans les... j'ai participé dans des tables de travail dans le cadre des États généraux, et dans une étape de travail sur justement les conservatismes religieux, ben, il fallait produire un document, et donc alors que je disais à ces femmes, par exemple, qu'il y a des femmes croyantes, musulmanes, qui luttent à l'intérieur donc des sphères musulmanes pour leurs propres droits, et donc ça serait intéressant d'inclure ça dans le document, elle me disait non, on n'en a pas vu, donc on ne le croit pas, donc ça n'existe pas. Je disais, mais je vous le dis, je fais partie d'un de ces groupes, donc je vous dis que ça existe. Elle me disait, non, on refuse de le mettre dans le document. Donc il y a vraiment un blocage et un refus, en fait, de reconnaissance de l'autre, et c'est ça qui est plus grave et qui hiérarchise, en fait, les femmes et qui crée une inégalité entre les femmes.